sera sur la scène du Théâtre Maisonneuve le 12 novembre prochain et de son propre aveu, il n'est plus capable. Il a mis les billets en vente, les derniers billets de sa tournée pour ce premier spectacle solo. Il est connu pour son personnage colérique et coloré, mais rassurez-vous, hors de la scène, il est parlable, surtout quand il n'a pas ses lunettes de personnage. Bonjour, François. Bonjour! Alors, Bonjour tout le monde! C'est vrai que ce personnage colérique-là, ça réside dans cet élément de costume qui sont tes lunettes de scène? Au début vraiment du processus, il y avait les lunettes et il y avait aussi un style d'habillement. Mais l'habillement, finalement, a pris le bord. Je m'habille sur scène comme je pourrais m'habiller dans la vie maintenant. Et puis, les lunettes, c'est le seul élément du personnage qui reste. Mais il y a plusieurs raisons à ça. Il y a le fait surtout qu'on voit bien mes yeux. C'est des grandes lunettes avec une espèce de monture qui n'est pas comme foncée comme la tienne. C'est important de voir les yeux en humour parce que ça communique énormément d'informations. En gros, c'est ça. Mais c'est quand même étudié, là. C'est étudié, plus oui. qu'on pense, En fait, hein? j'ai été chanceux. J'ai été dans une lunetterie et je cherchais des grandes lunettes et j'ai choisi le modèle qui voulait se débarrasser. Là, et il donnait la monture si je osais mettre des verres à l'intérieur. Fait que j'ai acheté les verres, puis ils m'ont demandé si je voulais la main ci. Je voulais payer au minimum. Vraiment le moins cher. Fait que j'ai dit pas de main ci, pas rien. Et puis, c'est ça m'a coûté 90 $. Mais j'ai des grosses prescriptions, donc ça me fait des verres assez épais. Et puis, j'étais très content du résultat. Fait qu'après, je suis retourné et j'ai demandé d'acheter tous les modèles qui restaient au Québec de ce modèle que personne ne voulait. Il en restait 5. Fait que j'en ai assez pour ma carrière, à moins que quelqu'un se fasse un plaisir de péter mes lunettes à chaque fois qu'il me rencontre. Donc, il y a 5 paires de lunettes qui existent pour Il y en a 5 qui sont cachés dans un coffre-fort. Si à un moment donné, j'en ai plus, c'est fini. C'est comme ça, tu sais, il y en a qui décident de la retraite à la Rive-Can. Moi, c'est quand j'aurai plus de paire de lunettes. C'est un personnage donc qui est exagéré, tu le dis souvent. On dit que c'est un colérique agréable. Et ça, dans ta famille, il y aurait des colériques agréables. Qu'est-ce que c'est exactement? Colérique agréable, attachant. Mais c'est des colériques qui, quand on finit par les connaître, tu sais qu'ils vont toujours péter une coche sur un peu n'importe quoi. Mais c'est jamais nécessairement des colères à propos de choses qui sont difficiles à gérer, comme des personnes en particulier. Ou, tu sais, piquer une colère parce qu'il a neigé, c'est drôle. Je veux dire, à un moment donné, ça fait du bien. Je sais pas, moi, c'est dans mes gènes ou c'est un petit peu... je suis soupe au lait. Dans ta famille, il y a dans des ma gens famille, qui sont comme ça aussi? Du côté, toute la lignée... elle aime pas ça quand je dis ça, mais c'est vrai, qu'est-ce que tu veux. Toute la lignée de ma mère, il y a un gène qui est très, très fort. Qui ne cesse d'être présent dans toute la progéniture. Puis, mon fils, pour l'instant, ne l'a pas. D'après moi, ça se développe, parce qu'il paraît que j'étais un bon bébé. Je pense que ça se développe un petit peu plus tard. Écoute, tu parles de ta mère. Est-ce que ta mère te trouve drôle maintenant? Oui. Je pose la question parce Oui. que tu l'as dit souvent quand tu as annoncé à ta mère que tu faisais l'École nationale de l'humour. Sa réaction, ça a été? Elle a dit, ben c'est parce que c'était même pas drôle. Tu vois, ma mère est drôle, puis ça vient d'elle, probablement, parce qu'elle sait, tu sais. Chaque fois que je le dis, ça punch. Donc maintenant, il te trouve drôle? Oui, maintenant, elle me trouve drôle, mais ça a pris un certain temps, je dois avouer, parce qu'au début, j'étais pas nécessairement très bon aussi. Moi, je trouve que ça prend du temps devenir un bon humoriste. J'avais du talent, mais je me suis cherché longtemps. Donc, les premières années, elle venait voir les spectacles, mais elle était franche avec moi. Elle avait de la difficulté à vraiment embarquer. Puis, depuis au moins 4 ans, là, ça va très bien. Elle est très contente de ce que je fais. Elle est fière. On s'est retrouvés. Quand tu étais petit, qu'est-ce que tu répondais à la question « Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être grand? » Est-ce que l'humour était déjà là ou c'était vétérinaire à ce moment-là? Le rêve de tout petit, c'était vétérinaire. Parce que je me souviens très bien, une fois, je suis allé voir mon vétérinaire avec ma mère. Il s'était occupé de mon chien de manière... Bien, selon moi, j'avais 6 ans, fait que ça avait de l'air extraordinaire. Mais il avait une grosse barbe, puis il avait l'air de vraiment apprécier son travail. Puis je trouvais ça extraordinaire comme métier. Puis c'est vétérinaire qui a été comme dans ma bouche longtemps quand j'étais jeune. Mais secrètement, je me suis mis à vouloir devenir humoriste plus en début d'adolescence. Je voulais soit être réalisateur, humoriste. Mais selon moi, ça me semblait impossible, inatteignable. J'habitais à Trois-Rivières, puis je sais pas, je voyais ça à la télé et j'avais l'impression vraiment que c'était pas pour moi, même si c'était mon rêve. Donc, j'ai décidé de faire médecine vétérinaire, travailler aux États-Unis 3 ans. En revenant,
j'ai entendu Louise Richer, la directrice de l'école, à la radio faire une entrevue disant que c'était les inscriptions bientôt. Puis, je sais pas, on dirait que c'était le moment. Tu sais, il y a des moments dans la vie, des fois, où probablement, si je ne l'avais pas entendu, ça aurait peut-être pris une couple d'années ou peut-être même je ne me serais jamais inscrit. C'est vraiment spécial, mais je me suis inscrit, ils m'ont accepté tout de suite. Et puis, c'est la meilleure chose que j'ai faite dans ma vie parce que je savoure tellement chaque journée. C'est extraordinaire, ça fit tellement avec moi, avec ma créativité. J'adore tout là-dedans. C'est ma passion. Mais qu'est-ce que tu avais fait en humour avant d'aller à l'École nationale de l'humour? Parce qu'on se lève quand même pas un matin sans jamais avoir testé. Tu étais déjà monté sur une J'avais scène? déjà fait, au cégep, j'avais pris un cours de théâtre, qu'on avait écrit une pièce de théâtre humoristique. Puis en médecine vétérinaire, c'est là que j'ai commencé à faire vraiment du stand-up un peu. Devant tes clients? Pas devant mes clients, non. La médecine vétérinaire, ça brasse. Ce que je veux dire, c'est qu'on est à Saint-Hyacinthe. C'est l'Université de Montréal, mais c'est à Saint-Hyacinthe. Donc, il y a une communauté des étudiants rapidement qui sont très soudés. On avait un café étudiant et on faisait des spectacles à chaque session. Et puis moi, j'animais les spectacles. Je faisais des numéros d'humour pendant qu'il y en a qui venaient jouer de la guitare. On appelait ça le café show. Puis c'est là que j'ai commencé à vraiment avoir du succès. À chaque session, je prenais 2 semaines off de mes cours pour écrire mes numéros d'humour. Prenais ça au suis pas sérieux, fier, là, mais c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2007 et 2010? Parce que c'est en 2010 que vraiment Ben, on t'a connu. J'étais dans un groupe d'humour. Parce OK. que moi, j'aime bien la coopération et le travail d'équipe. J'étais dans un groupe d'humour qui s'appelait En 3D. Hein? Vous vous souvenez, tout le monde? Non? Ouais, c'est ça. La dynamique de groupe, je l'aimais beaucoup. On faisait des spectacles à toutes les semaines dans un bar de Montréal. On créait des nouveaux sketchs à chaque semaine. Ça a été une école extraordinaire pour moi. Mais c'est difficile de survivre en étant un groupe d'humour parce que les cachets, tu fais le même cachet qui est très, très minime quand tu commences en humour, mais divisé par 4. Et puis là, à un moment donné, tout le monde met sa vie sur hold en attendant de voir si le groupe, ça va percer. On s'est rendu à faire un numéro Grand Rire dans le temps. Vous irez le voir si vous êtes capable de le trouver sur Internet. Mais dans le temps, Internet était moins développé. J'étais un peu heureux de ça. Mais c'est ça. Et puis après 2 ans, le groupe a terminé. Fait que ça m'a obligé à faire du solo. Et puis en solo, je me suis mis à vraiment aimer ça rapidement. Dès que j'ai trouvé mon personnage de scène, qui était à l'extrême au départ, mais dès que j'ai trouvé le côté colérique, à partir de là, j'ai progressé vraiment très vite. Le travail d'équipe, est-ce qu'il y en a encore dans une carrière solo? Oui, moi, je travaille beaucoup en équipe. Comme j'écris tous mes textes en coopération avec un auteur, Olivier Tivierge. On travaille beaucoup ensemble. J'aime partager les idées. Moi, j'ai de la difficulté avec le côté très solitaire du humoriste. C'est écrire tout seul chez moi à écrire des blagues. À un moment donné, je tourne en rond. J'ai besoin, après au moins 2 jours de travail, d'aller montrer à quelqu'un ce que j'ai fait. Il y a des humoristes qui sont meilleurs pour savoir qu'est-ce qui va être drôle, qu'est-ce qui va pas l'être. Moi, je me considère comme avoir une bonne créativité, mais des fois, j'ai des choses qui m'allument vraiment beaucoup, qui sont très, très, très champ gauche. Puis ça m'aide d'avoir quelqu'un à qui les présenter. Comme ta mère? Ouais. Ma mère... ma mère, là, j'attends de le présenter à plusieurs personnes avant parce que... Ça peut faire mal. Elle est difficile. Ben c'est ça. Quand elle trouve pas ça drôle, elle le dit. Même avant le punch. Ta prémisse, c'est mauvaise. Puis elle se bouche les oreilles. Tu es très impliqué dans toute la conception des publicités. Tu as Oui. gagné d'ailleurs un grand prix Créa. J'ai gagné un prix Créa. Non, mais c'est prestigieux quand même. Ben merci. Applaudissements. Très fier de ce prix-là parce que je m'en attendais pas du tout. Et C'est pour la publicité de Noël avec Noël le petit déjeuner. avec le Club des petits déjeuners et Véronique Cloutier. Puis c'est vraiment le fun parce que tu sais, c'est même pas, je suis pas en publicité. Puis j'ai toujours fait mes pubs moi-même. Puis que le monde de la publicité vient juste me dire « Hey, on trouve ça le fun ce que tu fais. » C'est vraiment le fun. On t'associe beaucoup donc au Club des petits déjeuners pour cette dernière publicité-là, mais ta cause, c'est les impatients. En fait, la cause que je supporte depuis le plus longtemps, c'est les impatients. C'est un organisme qui aide ceux qui ont des problèmes de santé mentale à se laisser aller à travers la créativité. Ça peut être n'importe quoi, le chant, la musique, la poterie, la sculpture, le dessin. J'ai toujours été impressionné par cet organisme-là. Donc, depuis le début de la tournée, tous les articles promotionnels, je redonne l'argent aux impatients. Il y a plusieurs artistes qui sont impliqués avec les impatients, puis je trouve ça extraordinaire. Je ne suis pas porte-parole. Et puis, j'aime l'idée de butiner un peu les causes parce que je trouve que comme
les gens à la maison devraient aussi butiner les causes à chaque année. Tu sais, on est plus des fois intéressés ou par... Il y a peut-être comme je viens d'avoir un enfant, puis quand j'ai eu l'idée du club des petits déjeuners, ben j'allais avoir un enfant, là, c'était imminent, puis ça me touchait vraiment beaucoup. Puis à un moment donné, m'en revenait, tu sais... J'en reviens déjà. Non, c'est pas vrai. J'aime particulièrement la bavette que tu as fait. Pour dont les profits sont remis aux impatients. C'est ça, la bavette, c'est un article promotionnel c'est une bavette pour bébé, puis ça dit je fais juste pleurer et prendre du poids, je fais une dépression. L'humour, est-ce que ça a sa place comme art? Tu as posé la question quand tu as été rédacteur en chef invité à la Presse Plus, et je te rappelle ta réponse, c'était oui. Oui. Est-ce que tu maintiens cette réponse? Est-ce que l'humour, c'est un art? Je crois qu'il y a certains numéros d'humour qui sont de l'art, d'autres non. Et je crois pas que c'est... je pense qu'il y a des humoristes qui font des fois autant des numéros qui peuvent être considérés artistiques que d'autres non. En étant dans le milieu, c'est assez évident pour nous. Des fois, on peut faire des numéros quand même assez rapidement sur un sujet donné, avec juste probablement des formules et aller assez vite. Mais il y a des numéros... C'est parce que je me suis questionné longtemps, qu'est-ce qui fait que ça devient de l'art ou non? Je pense que c'est le spectateur qui décide ça, donc ça peut être différent pour chacun. Mais quand un numéro d'humour te fait réfléchir, reste en toi longtemps, te fait avoir une opinion différente sur quelque chose ou que tu y repenses même des fois 2 ans après quand tu vis quelque chose de spécial, ben c'est de l'art, tu sais. Je pense que c'est la même chose pour la musique. La musique, je pense que la musique, c'est pas toujours de l'art, mais c'est peut-être plus fréquent que c'est de l'art qu'en humour. Est-ce que tu te sens utile comme humoriste? Tu connais sûrement l'expression « on sauve pas des vies ». Toi, avant, tu en sauvais des vies. C'est ce que tu faisais comme vétérinaire. Est-ce que tu réussis à te sentir aussi utile que tu pouvais l'être quand tu étais vétérinaire? Oui, je me considère quand même utile du fait que j'ai souvent des commentaires de personnes qui viennent me toucher vraiment beaucoup. Juste de divertir les gens pendant 2 heures. Ces gens-là ont souvent des problèmes puis ils viennent juste penser à quelque chose d'autre. Je pense que déjà là, ça vaut... je pense que je me trouve assez utile pour ça. Mais des fois, j'ai des commentaires extraordinaires, comme juste dernièrement, j'étais à Chicoutimi la fin de semaine passée et un père de 60 quelques années là, est venu me dire que sa fille est décédée en 2013. Et puis, dans les derniers mois de sa vie, elle riait à chaudes larmes à chaque fois qu'elle me voyait à la télé. Puis elle arrêtait pas de dire « Papa, va falloir que tu ailles le voir en show quand il va sortir un show, il faut que tu y ailles pour moi. » Puis tout ça. Puis il est venu voir toute seule mon show en me contant cette histoire-là, en disant que j'avais amené du bonheur dans la fin de vie de sa fille. J'avais les yeux pleins d'eau. Je veux dire, je peux pas... tu sais, puis je dis pas que c'est tout le monde, là, mais après avoir eu des témoignages comme ça, je peux pas me considérer inutile. Mais je suis pas en train de changer le monde. J'ai pas l'impression que je change le monde. Je veux de plus en plus être engagé un peu dans mon style d'humour. Ça s'en vient, je le sens. Mais il y a 2 types d'engagés, selon moi. Il y a les numéros qui s'adressent à ceux qui sont déjà convaincus. Mettons, racisme, je vais parler du racisme, mais en jouant le gars méga raciste, donc je vais dire le contraire de ce que je pense. J'ai pas l'impression, j'aimerais avoir une discussion profonde avec certains humoristes là-dessus, j'ai pas l'impression que c'est le genre d'humour qui va vraiment changer à la longue l'impression des gens, parce que tout le monde rit dans ces numéros-là. Ceux qui pensent que tu dis le contraire vont rire parce qu'ils disent c'est effrayant, ils dénoncent. Puis ceux qui sont vraiment, par exemple, racistes vont peut-être rire parce que la joke est raciste. Fait que j'essaye de trouver une manière de faire réfléchir en même temps. J'ai vu des humoristes américains parler, par exemple, du contrôle des armes à feu en essayant vraiment de changer l'opinion des gens, en ayant des faits, mais en étant drôle en même temps. Puis j'ai l'impression que c'est peut-être plus... c'est plus là-dessus que je m'en vais, mais c'est très difficile à faire. Je pense que des fois, il faut se mouiller au risque de perdre peut-être... parce qu'en humour, hein, on est tout le temps confronté à ça, du fait que si tu bouscules un peu trop ton public, ben il y a des gens qui veulent pas être bousculés quand ils viennent te voir. Puis il faut bien le doser, je pense, puis le faire comme il faut. Juste leur crier un peu après pendant... Ouais. une heure et demie. Est-ce que tu rodes encore des nouveaux numéros à la fin de tes spectacles? Oui, tout le temps. Tout le temps. J'ai commencé ça dès le début. J'adore faire ça. Je pense que j'arrêterai jamais. Donc, c'est au rappel, alors partez pas. Oui, j'ai tout le temps des nouveaux numéros à roder, à me pratiquer. Comme en ce moment, je rode des numéros pour le prochain spectacle et je m'amuse énormément à faire ça. Pour moi, c'est très important. Tu sais, pour le spectacle qu'on fait là, on a fait plus de 370 représentations. Puis
à un moment donné, moi, à la fin du show, c'est mon nanan. Tu sais, c'est le moment où vraiment j'ai le plus de plaisir. J'adore encore faire mon one-man show parce que j'adore avoir les gens rire puis tout ça. Mais le moment où l'adrénaline revient, là, c'est au rappel. Puis c'est dans ce que je suis maintenant. Avant, je faisais mon rappel avec le nouveau matériel, puis je m'assurais de finir quelque chose que je savais déjà qui fonctionnait fort. Là, j'essaie de me mettre plus en danger, puis de me dire, arrange-toi pour finir avec ça, puis il faut que ça soit bon. Toi, t'es où d'ailleurs, là? T'es plus de la relève, mais Non. c'est juste ton premier spectacle. Ouais. Je me considère comme établi, mais je suis tellement proche. Moi, vu que ça fait pas longtemps que je suis connu, je suis quand même très proche des gens de la relève. C'est dans Fait que le je me entre-deux. considère, je suis vraiment entre les deux. Je suis le lien. OK. Je me fais un devoir de parler à tout le monde quand je vais dans des spectacles ailleurs. C'est ça. T'es encore Prochain show, parlable. je vais avoir la grosse tête. Mais C'est là, ça, OK. C'est encore le temps de parler à François Bellefeuille. Le domaine de l'humour, c'est un domaine avec énormément de concurrence. C'est parfait pour vous autres. Parce que moins il y a d'humoristes, moins ils vont se forcer pour faire des choses extraordinaires. Plus il y a d'humoristes, plus on veut sortir du lot, plus on va essayer de travailler fort pour vous divertir. Les gens qui se plaignent qu'il y a beaucoup d'humoristes, je trouve tout le temps que c'est pas une vraie... On devrait pas se plaindre de ça parce que c'est juste bon pour le public, dans le fond, parce que c'est juste les meilleurs qui vont ressortir du lot. Et puis, moi, je trouve pas qu'il y a trop d'humoristes. Il y en a beaucoup. À les jeunes qui veulent faire de l'humour plus tard, je leur dis tout le temps, attends-toi à travailler très, très fort parce que la seule chose que je vois qui est présente chez tous les humoristes qui ont percé au Québec, c'est des travaillants. C'est fou comment ils sont travaillants. Vous pensez que c'est facile, c'est loin d'être facile. Ça prend du talent, mais il faut vraiment être très travaillant. C'est ce qu'on retrouve le plus. Donc, tu sais, en musique, on se dit jamais qu'il y a trop de musiciens. On est habitué de... En humour, je pense que ça va venir. J'aspire à ce qu'à un moment donné, on arrête de toujours comparer les humoristes, de les mettre tout le temps dans un groupe. Il y en a plein de types. Mais je pense que ça peut juste être bon qu'il y en ait plusieurs. Au Québec, j'ai bien la difficulté avec ça parce que j'en aime vraiment beaucoup pour des aspects. Je suis un fan de l'humour, puis au Québec, je les connais personnellement, fait que ça devient difficile. Je les aime vraiment toutes pour des aspects. Tu sais, je tripe sur Louis-José pour des affaires, tripe sur Martin Matt, sur Martin Petit, sur Simon Leblanc pour certaines affaires. Il y a comme, je suis vraiment je suis un amoureux d'humour. Aux États-Unis, mes deux favoris, tout de suite, Louis C.K., Bill Burr, je les trouve extraordinaires. Et puis, je dirais que celui qui me fait rire plus au nombre de rires à la minute dernièrement, c'est Adib Al-Khalidé. Que je croise dans les soirées d'humour, puis il écrit des nouvelles affaires dernièrement, puis il me surprend de... Tu sais, c'est celui que je croise le plus souvent dernièrement que je me dis « Ah, j'aurais aimé ça avoir cette idée-là. » Simon Leblanc aussi. Dernièrement, mais ça change, tu sais. Je pourrais le détester dans 6 mois. Merci beaucoup, François. Ça m'a fait... Merci.